Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Que s'est-il passé ces derniers jours? La réponse dans ce journal. Nous vous présenterons une très belle exposition à la Galerie des Pêcheurs consacrée au prince Albert Ier. Il faut savoir que nous commémorerons les 100 ans de la disparition du prince savant ou encore appelé le prince navigateur, essentiellement en 2022. Et même avant, par le biais par exemple de cette exposition, vous pourrez découvrir le prince Albert Ier différemment. Le Sportel et les Sportel Awards, entre rassemblement d'acheteurs et de vendeurs de contenu sportif, entre une multitude de champions du monde et olympiques présents en ce moment au Grimaldi Forum, une remise de prix ou encore un gala de boxe, vous saurez tout sur cet événement avec le vice-président délégué de l'événement. Laurent Pion sera notre invité. La SBM s'apprête à ouvrir une toute nouvelle école d'intégration dans les jeux en début d'année prochaine. Le but, former les employés de jeux de demain afin de répondre aux besoins et au développement actuel des casinos. Nous écouterons à ce propos Michael Palmaro, le secrétaire général des syndicats monégasques des cadres et employés de jeux. La monégasque Charlotte Uznanski a participé récemment à une réunion de la jeunesse pour le climat afin de préparer la COP26 qui aura lieu fin octobre. Cette étudiante en Master 1 à la Sorbonne en risque et environnement nous présentera les propositions faites par ces jeunes concernés par le réchauffement climatique, une jeunesse que l'on n'a plus le droit de décevoir et qui nous attend au tournant. Et enfin, nous irons en Italie pour suivre une compétition de pêche sportive à laquelle a participé pour la première fois une équipe monégasque. Mais avant cela, on débute ce journal avec vous, Christina Thomel, et un premier point sur l'information. Le gouvernement vient de communiquer les chiffres relatifs au dépistage. Effectivement, des chiffres qui sont arrêtés au dimanche 3 octobre inclus. 3828 tests PCR antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non résidents depuis le 27 septembre dernier, révélant un taux de positivité de 0,6%, soit un taux d'incidence de 31,29%. Des chiffres en baisse depuis quelques semaines maintenant. Un salon qui commence à être bien connu en principauté est de retour. Et oui Fabien, le salon Monaco Business est dédié aux entreprises 100% monégasques et de retour pour une 9e édition. Ce mercredi à partir de 8h au Club Méridien Beach Plaza. On écoute son président Maurice Cohen. Il nous explique le concept de cet événement. C'est sur une journée, c'est B2B, c'est pour faire du business, c'est pour être informé par le biais des conférences de l'ensemble des activités des entreprises monégasques. L'idée, c'est 100% monégasque. Il y a toutes les entreprises qui sont à Monaco. C'est pour mettre en valeur les entreprises monégasques et de rencontrer des chefs d'entreprise. C'est ouvert au grand public. Il faut uniquement s'inscrire par Internet sur notre site Monaco Business Expo ou alors venir à l'entrée et s'inscrire à l'entrée. Donc les inscriptions aux conférences sont gratuites et la visite des stands, c'est aussi gratuit. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est que les gens viennent, puissent se rencontrer, puissent discuter, puissent avoir un peu une idée de l'économie monégasque. L'inauguration se déroulera en présence du ministre des Finances et de l'Économie Jean Castellini qui ouvrira la séance de conférence et du président du Conseil national Stéphane Valéry. Une visite inhabituelle mais ô combien précieuse pour l'association Jeunes J'écoute. Effectivement, Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, a rendu visite à l'association Jeunes J'écoute dont elle est la présidente d'honneur. La princesse Caroline a visité les locaux de l'association avant de s'entretenir avec ses dirigeants et les éducateurs, car je vous rappelle que cette association est dédiée au soutien des enfants, des adolescents et de leurs familles. Une écoute attentive leur est accordée tous les jours, ainsi que du temps et de la bienveillance, une manière d'agir pour le mieux-être des jeunes en demande et en perte de repères. Les éducateurs sont en relation constante avec les adolescents et les enfants de manière privilégiée et individuelle afin de répondre au mieux à leurs attentes. Ici, il est question d'aide scolaire, de soutien éducatif, d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle. Merci, on vous retrouve un peu plus tard. C'est un prélude à l'année de commémoration consacrée au centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Une exposition a été inaugurée hier en présence du prince Albert II à la Galerie des Pêcheurs. Une exposition présentant une facette insolite du prince navigateur. Le reportage d'Alexandra Pani et Lionel Bernardi. C'est un lieu de passage. La Galerie des Pêcheurs, située à la jonction des quartiers du Port et du Rocher, permet à un large public de découvrir cette nouvelle exposition. Une exposition qui propose d'entrevoir le prince Albert Ier dans notre œil. Ce projet est le fruit d'un long travail entre les archives du Palais Princier, l'Institut audiovisuel et le comité de commémoration. 28 photographies ont été sélectionnées et retravaillées pour le lieu.
mais chacune a été travaillée, réfléchie. Il a fallu travailler sur les légendes. Donc là, on a eu le concours de Fabrice Blanqui et de Thomas Blanqui, tous les deux chargés de recherche, et qui nous ont permis de réfléchir sur le contenu, mais aussi d'étudier le contexte et la forme. Le prince navigateur, bien entendu, mais aussi le prince humaniste, pacifiste, explorateur, des clichés pris dans des situations et des lieux insolites. Montrer le prince mécène avec le prince Massenet par exemple, mais aussi la technique, montrer de beaux autochromes et montrer donc en quoi le prince Albert Ier était aussi un pionnier de la photographie. Ses collaborateurs étaient photographes. Henri Bourret lui-même s'est intéressé et a pris des clichés. Et on a donc une mise en abîme intéressante avec la première photographie, un cliché où on voit le prince en train de photographier. Albert Ier insolite est à découvrir à la Galerie des Pêcheurs jusqu'au 10 novembre, une première série en attendant le centenaire. Vous l'aurez compris, même si nous commençons déjà à organiser des événements, 2022 sera une année largement consacrée à la commémoration du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. C'est un rendez-vous incontournable du mois d'octobre, surtout lorsque l'on aime le sport et les frissons que peuvent procurer les images sportives. Et nous sommes pour en discuter avec notre premier invité, Laurent Pionce. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes au cœur du Sportel 2021. Quelles sont les grandes lignes de cette édition? Parce qu'en fait, depuis 2 ans, c'est 2 manifestations en une. Que se passe-t-il ces jours-ci? On a pris la décision de séparer les 2 événements. C'est-à-dire qu'auparavant, dans le passé, Sportel Marché était la manifestation phare et Berger, une soirée de remise des prix. Et depuis maintenant 2 ans, nous avons pris la décision d'organiser 2 manifestations totalement distinctes, avec les Sportel Awards qui ont commencé dimanche et le Sportel Marché qui a commencé aujourd'hui, qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Et concrètement, à quoi servent ces 2 manifestations pour la principauté, pour vous? Alors, tout d'abord, donc, les Sportel Awards, c'est une manifestation B2C, c'est-à-dire que tout au long de la manifestation, bon, il y a la compétition bien entendu, mais tout au long de la manifestation, on organise des événements publics qui permettent aux sportifs, notamment français et européens, de pouvoir se présenter au public et de pouvoir participer à des activités presse et de ce fait promouvoir leur image. Ça, c'est la partie Sportel Awards. La partie marché, c'est le Sportel Marché, le marché le plus important aujourd'hui au monde dédié aux ventes de programmes sportifs. Avec cette année encore de grands noms, on a reçu Clarisse Agbenienou par exemple lundi dans notre journal, double médaillée d'or au JO. Ouais. Il y a encore de grands champions qui sont présents cette année. Alors tout à fait, justement, donc ça c'est la partie, je reviens à la partie Sportel Awards. Effectivement, cette année nous avons plus d'une vingtaine de médaillés olympiques des derniers JO, donc on est très satisfait. On a également, donc je le répète, mais vraiment un programme très chargé, très garni pour le public. Et c'est un petit peu la direction que l'on souhaite donner aux Sportel Awards. Et donc là, Sportel Awards ce soir, c'est important de récompenser les plus belles images sportives, que ce soit pour les sportifs eux-mêmes ou pour les médias. C'est important tout ça? Oui, surtout on récompense la compétition des Sportel Awards récompense l'émotion. Car le sport dégage une émotion très forte. Et le but de cette compétition, au travers les différentes catégories et prix, est de récompenser l'émotion. En priorité, l'émotion en priorité. Après, il y a la qualité d'image, bien entendu, mais c'est vrai que nous cherchons à récompenser en priorité l'émotion. Cette édition, elle laisse également une grosse part au e-sport, des compétitions de jeux vidéo. C'est la nouvelle tendance? Là, pareil, depuis l'an dernier, on organise durant les Sportel Awards la finale de la NFL. Donc en collaboration avec Webedia et l'e-sport Fédération Monégasque. Oui, c'est la League of Legends, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est un véritable succès puisque c'est suivi par plusieurs millions de personnes au travers le monde. Donc c'est une très belle vitrine pour la principauté de Monaco. Et en parallèle, je vous donne un exemple, on a ouvert la billetterie à 17h il y a 3-4 jours. En 15 minutes, la totalité des places était vendue. Oui, parce que pour ceux qui ne sont pas joueurs, oui, pour ceux qui ne sont pas joueurs, ça ne parle pas, mais c'est une grosse compétition. C'est hyper médiatisé. C'est la plus grosse compétition nationale. Pour vous dire, il y a plusieurs millions de personnes qui regardent cette compétition à travers le monde. C'est une couverture médiatique très importante et très importante également pour la principauté de Monaco. Et toujours concernant les événements marquants de cette édition, un gala de boxe ce soir avec un championnat de France à la clé. Exactement, donc on voulait apporter à la soirée, après la soirée de remise des prix, un contenu un petit peu, un média entertainment. Et on a souhaité, donc de par ma qualité de président de la Fédération monégasque de boxe,
d'organiser un gala de boxe avec en combat principal la finale, le championnat de France des poids moyens entre ces deux coachs challengers. Le Sportel, c'est une manifestation, le Sportel dans sa forme générale, hein, Sportel et Sportel Awards, ce sont deux manifestations qui ont subi la crise sanitaire finalement, ou cette crise est loin derrière nous et on est revenu à la normale? Non. Là, pour vous donner quelques chiffres, bon là je vais passer au Sportel Marché, on est à 72% du résultat de 2019, qui est un excellent résultat, puisqu'au début, quand on a commencé à travailler sur la commercialisation de la manifestation, notre objectif était d'atteindre les 60%. J'ai augmenté cet objectif en y croyant, je pourrais dire moyennement, et force est de constater que le travail qui a été fait par mon équipe est remarquable, puisqu'on dépasse les 70%. Et ça, je suis très satisfait. Pour vous donner juste quelques chiffres, on a pratiquement 160 nouvelles sociétés qui participent à l'événement, ça c'est très positif. 160 nouvelles sociétés, ça implique de facto 160 nouvelles business opportunités pour tout l'ensemble de la communauté Sportel. Donc on est très satisfait. C'est une manifestation qui demeure, malgré la crise, très internationale. On a une participation américaine, du Nord et du Sud. On a même des participants asiatiques qui sont venus à Sportel. Donc on peut dire qu'on n'est pas un retour complet à la normale, bien entendu. Par contre, on est sur la bonne voie et on espère en 2022 retrouver le niveau de 2019, voire même le dépasser. En tout cas, c'est l'objectif que l'on va se fixer. Très bien, une bonne édition quand même 2021. Laurent Pionce, merci. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. L'ASBM s'apprête à ouvrir une toute nouvelle école d'intégration dans les Jeux du 3 janvier au 31 mars 2022. Il sera question de former les employés de Jeux de demain afin de répondre aux besoins et au développement actuel des casinos. Je vous propose d'écouter à ce sujet Michael Palmaro, le secrétaire général des syndicats monégasques des cadres et employés de Jeux. Il est au micro de Vanessa Dessy. Si on est là devant vous aujourd'hui, c'est surtout pour motiver les jeunes monégasques et les monégasques de nous rejoindre. Parce que l'image donnée de l'employé de Jeux n'est pas toujours forcément celle qu'elle est réellement. Et nous aimerions vraiment que les jeunes soient motivés à nous rejoindre dans ce qui est pour nous le plus beau métier du monde, puisqu'on rencontre des gens formidables, on travaille en équipe, voire en famille. Nous sommes la référence au niveau de l'Europe, peut-être même mondiale. Nous avons fait des efforts considérables, pas que les employés de Jeux, les services support aussi, tout ce qui est valet, nettoyeuse de salon, en sous-effectif. Et aujourd'hui, il est primordial, au vu des départs à la retraite et au vu des départs qu'ont engendré le PSE, de pouvoir faire ces écoles le plus rapidement possible. Les sélections se dérouleront à partir du 1er novembre 2021. Les dossiers de candidature comprenant lettre de motivation, CV et toute autre pièce justificative sont à envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Parlons changement climatique. Cette thématique sera au cœur des conversations à Glasgow, en Écosse, du 31 octobre au 12 novembre, à l'occasion de la COP26. Eh bien, sachez qu'une jeune monégasque est particulièrement concernée par ce grand rendez-vous. Et nous sommes avec elle, Charlotte Uznanski. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé fin septembre avec 400 jeunes venant de 197 pays à une réunion de la jeunesse pour le climat à Milan, gérée par l'ONU, afin de préparer la COP26. Expliquez-nous ça. Donc j'ai représenté Monaco, on était 2 délégués par pays et ça m'a permis de rencontrer énormément de délégués venant de différents pays et de différentes cultures. Donc c'était très très enrichissant et ça m'a permis aussi de rencontrer plusieurs personnalités du monde diplomatique et politique. Donc c'était très très enrichissant pour moi. Quel message, vous les jeunes, avez-vous voulu faire passer lors de cette réunion et quel type de propositions vous avez élaboré? Alors le message principal des jeunes, c'était vraiment que l'action doit être prise et que des mesures contraignantes doivent être prises par les États. Parce qu'au niveau, en matière environnementale, les mesures sont souvent, n'ont pas vraiment de valeur juridique. Enfin, ils ont une valeur juridique, mais ne sont pas contraignants. Donc, c'est vraiment le véritable problème au niveau international en matière environnementale. Donc, parmi les propositions qu'on a faites, dans mon groupe, il y avait développer la transparence environnementale et la responsabilité des acteurs non étatiques en exigeant des communications fortes et annuelles, ou encore exiger de la part du secteur privé d'aligner leurs opérations actuelles et futures avec sur le principe de zéro émission. Je le rappelle, ce sont des propositions qui seront étudiées lors de la prochaine COP26, qui se déroulera fin octobre à Glasgow. Selon vous, ces institutions, ces réunions, ces discours, est-ce que ça peut faire vraiment avancer concrètement les choses ou honnêtement, ça ne sert à rien?
J'espère que cette fois-ci, ça va faire avancer les choses, mais en général, comme les documents, les accords qui sont pris ne sont pas contraignants, ça n'a pas vraiment d'action, enfin d'impact sur le monde international, dans le droit. Et là, concrètement, qu'est-ce qui peut être contraignant dans ce que vous avez proposé? Nous, on a exigé notamment qu'il n'y ait plus de pétrole, de gaz, etc. en 2030. Mais je pense que certains pays vont pas encore accepter, mais d'autres mesures qui sont moins contraignantes pour certains États peuvent être acceptées, comme celle que je viens d'évoquer. Comment vous le prenez après, quand effectivement vous faites des propositions comme ça, ou quand vous avez vu des propositions et puis qu'au finalement elles servent à rien, elles sont comme ça rejetées par exemple? On a l'impression un peu qu'on n'est pas pris au sérieux parce que justement on est des jeunes et qu'on n'y connaît rien, alors que pourtant on est quand même l'avenir, donc on espère que les générations qui arrivent vont pouvoir faire bouger les choses et se rendre compte que l'action, elle doit être prise maintenant ou sinon ce sera trop tard. Et comment prenez-vous ce rôle? Le rôle que vous avez eu à Milan, c'est une mission, c'est un sacerdoce, parce que vos études tournent autour de l'environnement. Moi, je fais du droit de l'environnement. Ça m'a vraiment permis d'appliquer ce que j'ai appris, qui est quand même assez théorique à la faculté. Donc là, je me suis rendu compte que ce que j'apprenais allait me servir plus tard. Donc ça m'a vraiment plu. Quel est votre point de vue concernant Greta Thunberg? Beaucoup la soutiennent, beaucoup la supportent pas. Alors moi, ce que j'ai bien aimé avec Greta Thunberg, c'est qu'elle est jeune, donc elle porte vraiment notre voix et grâce à elle, notre message se fait entendre parce qu'elle est invitée dans énormément de sommets internationaux, etc. Donc moi, je l'apprécie, mais là, j'ai peur que ça devienne plus de la communication que de l'action concrète et qu'on retombe en fait dans que dans de la com et plus dans l'action. Le futur, l'avenir de la planète passe forcément par la jeunesse, selon vous? D'ici 10 ans, ça sera nous. Donc, on espère vraiment que les mesures vont être prises avant qu'on arrive et qu'on puisse continuer dans ce chemin, sur cette voie. Charlotte Usensky, merci. Merci à vous. Le réchauffement climatique, un dossier qui concerne en premier lieu le monde marin, autrement dit la faune et la flore, mais aussi les pêcheurs. En Italie, près d'une centaine d'entre eux viennent de participer au championnat du monde de pêche sportive à Pesaro. Et Monaco, pour la première fois, a été représenté. Le reportage de Christina Thomel et Lionel Bernardi. Lors de ces championnats du monde, chaque équipe se voit attribuer un spot de 100 mètres sur lequel se répartissent les différents bateaux avec les pêcheurs à leur bord. 16 équipes participaient à cette compétition. Une édition spéciale cette année car sur le plan d'eau italien, seules les équipes européennes étaient présentes, les seules à avoir pu faire le déplacement en raison des règles sanitaires. 9 nations au total se sont donc affrontées lors de ces championnats du monde à Pesaro. Une grande première pour l'équipe monégasque composée de 4 amis, tous ayant grandi à Monaco, au bord de la Méditerranée. Très bonne équipe, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, notamment avec David. On a grandi ici à la digue de Monaco et c'est ici qu'on a commencé à pêcher. Et c'était une bonne cohésion tous entre nous. Voilà, on n'a pas eu de chance sur la globalité du séjour, mais que ce soit par exemple sur la phase d'entraînement ou sur le séjour en lui-même. C'était une bonne équipe, on a bien rigolé, et tout s'est bien passé. On a bien commencé, on a fait un premier entraînement en off, où on a vraiment trouvé le poisson, donc il faut savoir que c'est le thon rouge. On a très bien fonctionné le premier jour avec 5 poissons touchés, donc on était en confiance. Donc après, malheureusement, on a joué de malchance parce que ce soit l'entraînement officiel ou malheureusement, on essaie une nouvelle zone pour essayer de voir justement si ça valait la peine ou pas. Donc on est à côté de l'Italie, Team A, qui nous fait un poisson devant le nez. Et après, sur les 2 jours de compétition, une tempête fait que pendant les 2 premiers jours, on ne peut pas sortir. Donc obligé de sortir donc, le jeudi et le vendredi. Et malheureusement pour nous, on n'arrive pas à trouver le poisson et le jeudi et le vendredi. Monaco finit donc 14e ex-aequo avec l'Allemagne et le Mexique. Ce championnat a donc été l'occasion de voir comment se déroule un tel événement, mais aussi d'apprendre de nouvelles techniques. Là-bas, ils pêchent avec du fil beaucoup plus fin comparé à ici. Ils font des techniques d'approche sur zone qui sont un petit peu différentes à ce qu'on a l'habitude de faire. Et on va essayer de l'appliquer ici pour voir ce que ça donne. À savoir que dans 2 week-ends, on va faire une journée de marquage ici, dans les eaux monégasques, pour essayer de placer ces fameuses balises satellites qu'on place chaque année. Et justement, on va essayer de mettre à contribution ce qu'on a appris pour voir si ça va changer la donne ou pas. Prochain objectif pour l'équipe de la Principauté, le tournoi monégasque de tag qui se tiendra l'été prochain à Monaco et la prochaine édition du championnat du monde qui se tiendra une fois encore en Italie.
Nous vous retrouvons, Christina, pour le reste de l'actualité en bref. Une navette vient d'être mise en place dans le cadre de travaux entre le boulevard du Jardin Exotique et l'avenue Hector Otto. Et oui, dans le cadre du plan de renouvellement des liaisons mécaniques, la direction de l'aménagement urbain va procéder au remplacement de l'ascenseur public assurant la liaison entre le boulevard du Jardin Exotique et l'avenue Hector Otto. Des travaux qui débuteront dès le lundi 11 octobre et dureront jusqu'au vendredi 3 décembre. L'objectif, moderniser et fiabiliser cet unique ascenseur dans un secteur très fréquenté et afin de permettre aux usagers de transiter entre le boulevard du Jardin Exotique et l'avenue Hector Otto. Durant la période des travaux, bien sûr, une navette assurera la liaison entre les arrêts provisoires établis pour l'occasion. Une navette qui circulera du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le week-end et jours fériés de 9h à 17h. Il est temps de penser à votre renouvellement de l'estampille pour vos véhicules. Les propriétaires de véhicules immatriculés en principauté recevront prochainement par voie postale le renouvellement de leur estampille pour l'année 2022. Alors afin d'honorer cette obligation, il est recommandé aux usagers de recourir au règlement en ligne par carte bancaire sur le site internet dédié, une démarche qui s'accomplit en quelques clics, un mode de paiement simple, rapide et fiable permettant un délai plus court dans les procédures. Pour ce faire, rendez-vous donc sur le site internet www.teleservice.gouv.mc et pour les usagers qui ne pourraient réaliser leurs formalités en ligne, le paiement par chèque bancaire est bien sûr toujours en vigueur. Et puis Christina, il est important de partager le plaisir de lire. Oui, il est même très important de partager le plaisir de lire. Je lis, tu lis, nous lisons, l'association créée par des retraités pour animer des séances de lecture dans les écoles primaires de la Principauté pour transmettre aux plus jeunes le goût de lire, lance un appel à candidature. L'association est à la recherche de nouveaux papis et mamies lecture. Pour ce faire, il vous suffit de vous rapprocher de l'association si vous êtes intéressé pour prendre part à cette jolie initiative. Quel temps est prévu pour demain ? Eh bien, mercredi matin, le temps est nuageux et le ciel se couvrira progressivement. L'après-midi, des orages et des averses sont au programme. Du côté du thermomètre, il fera 12 degrés pour les minimales et 22 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 19h23. Mercredi 6 octobre, nous fêterons les Bruno. Merci Christina. C'est ainsi que s'achève ce journal. Enfin, pas exactement. Il manque les photos du jour prises par Michael Alési. Ce sont des tranches de vie au mois d'octobre, dès que le temps le permet. On se retrouve demain, mercredi 19h, pour une nouvelle édition. En attendant, portez-vous bien.